7 minutes? Bonsoir à tous. Cher jury, j'ignore si c'est votre première fois ici, mais allez sec. Bon, il est de tradition de parler face au public, mais face au jury. Mais c'est en rien un affront que je vous fais. Vraiment pas, bien au contraire. Ce qui est bien avec Facebook, c'est qu'on apprend beaucoup sur les autres. Je sais par exemple que Timothée, tu aimes les dragibus, les bonbons Schtroumpf, la tour Eiffel, tu aimes aussi Barney Stinson, 3 fois. Surtout, tu aimes la phrase « Tiens, en parlant de trottoir, comment elle va ta copine ?» Moi j'en déduis que tu es une prostituée parisienne qui s'empiffre de sucreries et qui est folle amoureuse d'un personnage imaginaire d'une sitcom américaine des années 2000. J'ai bon? Tiens, en parlant de trottoir, comment elle va ta copine? C'est tout ce que tu as. Tu as le romantisme d'un acteur porno qui n'enlève pas son alliance pendant qu'il tourne. C'est en voyant tout cela que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Je dois arrêter cette mascarade. L'homme qui se trouve aujourd'hui devant vous, celui qui vient de pérorer durant 7 minutes, cet homme n'est pas celui que vous croyez. C'est un imposteur, il apparaît là sur un jour favorable et parle avec aisance. Mais vous êtes en réalité bien loin de la terrible vérité. Comme il se trouve que j'ai grandi dans les bas-fonds du Bronx, je peux vous assurer que je sais les reconnaître. Il est l'un de ces sombres individus que l'on identifie aisément à son œil lubrique et à sa démarche de caïd de Pontoise. Il me rappelle une terrible époque. C'était juin 2011. Alors que le soleil était haut dans le ciel, je venais à l'ESSEC pour passer mes euros. J'avais pris le RER de la veille, afin de ne pas devoir me lever trop tôt. Il devait être 11h de la matinée, et alors que je me délassais à l'hôtel Sofitel de Cergy-Saint-Christophe, cet homme, assis parmi vous, a brusquement surgi en baignoire dans ma chambre et s'est jeté sur moi afin de me voler. La violence étant l'arme des faibles, je la lui ai laissée volontiers. J'ai préféré donc me séparer de mes effets, un maigre costume et une canette de Red Bull. Mais devant son insistance violette, je me suis aussi séparé de mes quelques sous, préférant ainsi freiner mes économies pour économiser mon frein. C'est donc nu que je me présentais dans cette même salle cet après-midi-là pour passer mon oral d'admission. Après avoir rencontré Florent Isséo, qui apprenait une chorégraphie à d'affreux admissibles, je me présentais au Galion, le bâtiment F pour les intimes, prêt à souquer ferme avant de faire naufrage. Lorsqu'il me vit arriver en slip, chaussettes et sandales, un simple stylo à la main, l'un des évaluateurs me dit logiquement « Vous êtes sérieux, jeune homme ?» Alors que je m'apprêtais à lui narrer mon histoire, afin qu'il prenne conscience de ma peine, l'homme se permit d'ajouter « Mais enfin, vous n'avez plus rien. Je ne suis même pas certain que vous ayez encore de l'honneur. » Et c'est là que j'ai pris conscience de l'absurdité de ses propos. Deux choses n'allaient pas. S'il ne nous reste rien, pourquoi nous resterait-il l'honneur? Et d'ailleurs, comment peut-on parler d'honneur dans ce genre de situation? L'honneur n'est qu'un lien entre une personne et un groupe social qui lui donne son identité. C'est un attribut collectif, au contraire de la vertu qui est individuelle. Ainsi donc, mesdames et messieurs les jurés, cher public, voici en ces mots ce que je lui ai répondu. Monsieur, quand il ne nous reste rien, lorsque l'honneur a pris la fuite, et que l'on se tient nu comme moi maintenant devant Dieu et devant les hommes, sachez qu'il nous reste toujours un semblant de prestige, d'élégance, de vertu. Car même face à la panique, au désarroi, à la tempête, à Claude François, à la famine et au jury, là où la plume essuie, le stylo habille. Ainsi, c'est donc sans rien que je me présente aujourd'hui devant vous, avec mon plus simple appareil. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai de l'honneur. Nous pouvons, pour prouver cela, adopter un raisonnement simple par contraposé. Je crois qu'il y a des littéraires et des juristes dans la salle, alors je vais vous expliquer rapidement. Si A entraîne la réalisation de B, la non-réalisation de B prouve nécessairement que A ne s'est pas réalisé. Ainsi, quand il ne reste plus rien, il reste l'honneur, et bien s'il reste quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'honneur. On dit d'ailleurs en tout bien tout honneur. Qui donc dit pas de bien, dit pas d'honneur. Et pas d'honneur, eh bien, pas d'honneur. L'honneur est absurde. Il n'est que ce que prétendent les autres. Pensez-vous réellement que ce soit l'honneur qui différencie une fille de joie d'une fille de bourgeois? La seule différence, à part l'amour bien entendu,
C'est que l'on offre à l'une des monts et merveilles, alors que l'autre n'est là que pour nous offrir les merveilles de ces monts. Ainsi, les vilains aussi peuvent avoir un code d'honneur, donc l'estime est très subjective. Cela dit, l'on a a priori plus de chances d'être honorable aux yeux du plus grand nombre si l'on a une situation, de l'argent. Mais la contrepartie, c'est que l'on sombre également plus facilement dans la honte, le déshonneur. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé à la Banque Centrale Européenne. Il y a eu des magouilles et le président a dû démissionner. C'est vrai, il paraît que Jean-Claude trichait. Avant de se retrouver sans rien, on défendait son honneur. C'était la première chose à protéger. C'est l'honneur de l'époque de Cervantes, dont tu as parlé, ou bien de Corneille, qui mettait un point d'honneur justement au respect de la dignité. Rodrigue a-t-il du cœur? Tout autre que son père l'éprouverait sur l'heure. Avant de vivre, il faut vivre avec bravoure, vertu et honneur. Ainsi, l'homme d'honneur se doit par exemple de protéger la veuve et l'orphelin. Mais réfléchissons ensemble. Si l'homme d'honneur protège la veuve et l'orphelin, c'est qu'il a d'abord mal protégé la veuve. Donc, il ne mérite aucun honneur. Il apparaît alors que l'honneur, au contraire de DSK, n'a ni queue ni tête, ni début ni fin. Une seule conclusion est alors possible, d'honneur il n'y a point. Et c'est là où Blaise Pascal rabaisse le concept d'honneur à l'état de fantasme égocentrique et fait un doigt d'honneur toujours à tous ces vilains auteurs. Rentrons donc ensemble dans Pascal pour le comprendre. L'honneur est fictif. Il n'a aucune valeur. C'est par pur égoïsme qu'il existe, car nous nous croyons plus beaux que nous sommes. Or nous ne sommes qu'humains. Voyez notre jury. C'est parce qu'ils sont là et bien habillés qu'ils nous impressionnent. Voyez leur panache comme des rois sur leur trône. Mais maintenant, imaginez-les sur le trône. On voit bien que l'honneur est artificiel. On pardonne plus volontiers le trou dans le caractère d'un homme que dans son pantalon, par exemple. L'honneur est une invention que se donnent les riches car ils ont déjà de l'argent. Contrairement aux pauvres, ils pensent à l'honneur, mais se font volontiers pompeux en parlant d'écus. Mais alors, quand il ne reste rien, si nous n'avons même pas l'honneur qu'a-t-on, Carthago delenda est, eh bien il nous reste la vie. Prenons exemple sur nos héros populaires, tel Vercingétorix. Quand l'honneur a fui, lorsque la Gaule est tombée, il restait et restera toujours des hommes pour relever leurs manches. Et par la force de leurs poignets, redresser l'affront de leur gloire déchue. Même s'il ne nous reste rien, même si l'honneur ne fait pas légion, il faut vivre à fond sans avoir peur des conséquences. Prenez exemple par exemple sur Beethoven. Beethoven ne s'écoutait jamais. Il vivait. Ainsi n'hésitez pas, on va tout oser. On se moque de l'honneur et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Timothée, puisque je me moque de l'honneur, eh bien c'est pour cela que je le dis. À tout seigneur, tout honneur. Bravo donc pour ta prestation, Donation. Il paraît que lors d'un affrontement, il faut toujours ménager une part de défaite dans la victoire. Une vraie victoire ne s'obtiendrait que de justesse. Et si la victoire est trop écrasante, eh ben, ça enlève du mérite au gagnant, parce que ça sous-entend que le combat n'aurait pas dû avoir lieu. En outre, une victoire trop écrasante humilie l'adversaire, et il pourrait vouloir se venger. Donc merci pour ce match, même si la plaidoirie fut à la hauteur du trottoir qui visiblement t'a vu naître. Je voudrais simplement remarquer que, comme chacun sait, l'âme est divisée en trois. Il y a la tête qui calcule, le ventre qui consomme, et le cœur, siège du sentiment de dignité et d'honneur. J'aurais pu ajouter une quatrième partie, mais tu t'en es chargé pas mal pour moi. Donation, la vision du monde que tu proposes ne laisse pas la place au cœur. J'en suis peiné. Je t'en prie, Donation, affranchis-toi de ces préjugés, parce que, à pauvre cœur, pauvre cœur. Ah, la ville bête. Mon petit cousin, tu as essayé de me semer dans l'obscure forêt de tes idées. Sans laisser de cailloux derrière toi, cette fois. Suivons ton argumentation.
L'honneur, c'est la vie. L'honneur, c'est l'âme. L'honneur, c'est la récompense collective. L'honneur, c'est un besoin de l'âme. Comment l'honneur fait à la fois l'âme et un besoin de l'âme? Combattre, c'est l'espoir. C'est pour l'honneur, être l'espoir et la folie. De plus, tu as commencé par un principe oratoire très intéressant. Tu as mis ta main devant la bouche. Ce que j'ai trouvé le plus dommage, je serai dit rapidement, c'est que je ne t'ai pas vu sourire beaucoup. Je ne t'ai pas vu sourire assez durant ta plaidoirie, Timothée. Vous savez pourquoi Timothée ne sourit jamais? Non. Ça vous ferait marrer d'être Timothée?